Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié sur ma chaîne, mais là, l'occasion s'est présentée à moi pour revenir vers vous et vous proposer une interview, l'interview du réalisateur du film Alter Love. Alter Love qui est donc un film avec Kim Michelin et Victor Poirier et qui sort le 23 avril. Alter Love, c'est un film romantique, un film sentimental, un homme, une femme, la nuit, Paris, et nous allons suivre l'errance de ce couple à travers une nuit parisienne. Et donc, pour en parler de ce film, je vous propose l'interview du réalisateur, Jonathan Tayeb. Donc, sans plus tarder, accueillons-le tout de suite. Bonjour Jonathan. Voilà. Bonjour. On se Bonjour connaît. David et bonjour tout le monde. On se connaît depuis 15 ans, je crois, à peu près. Enfin, on s'était rencontrés au début des années 2010. J'ai suivi ta carrière au fil des années. Là, tu sors donc ton troisième long métrage, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Et écoute, voilà, on s'est un peu retrouvés il y a quelques semaines et on s'est dit pourquoi pas faire une interview et nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à réaliser le film Alter Love qui sort donc le 23 avril et en faire profiter tous nos auditeurs, voilà, et nous raconter un petit peu voilà qu'est-ce que c'est que d'être un jeune réalisateur qui se lance dans le cinéma et qui est un petit peu dans le circuit on va dire du cinéma indépendant. Et voilà, il nous partageait un peu de ton expérience et toute ton aventure, quoi, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, comment tu en es arrivé à devenir réalisateur et à réaliser des films, s'il te plaît? Bien sûr, moi je suis très passionné par le cinéma depuis toujours, depuis enfant. Et puis j'ai été cet adolescent qui s'enferme dans sa chambre et qui regarde 4-5 films par jour et qui fait un peu que ça. Puis un jour, c'est en regardant Fight Club, j'avais peut-être 12 ans et j'ai compris que le cinéma pouvait être autre chose que le film au premier niveau, au premier degré qu'on regarde. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment très envie de faire du cinéma, de devenir réalisateur. Et du coup, j'ai commencé assez tôt, je sais pas, 15-16 ans, à faire des petits courts-métrages comme je pouvais. Et puis à me professionnaliser au fur et à mesure des années, à acheter du matériel plus professionnel, à apprendre à l'utiliser, et puis à me dire un jour, bah, pourquoi pas essayer de faire un film. Donc j'ai fait 3 films jusqu'à maintenant, mais les 3 sont très indépendants, avec une évolution entre chaque assez marquée, une évolution en termes de production, mais du coup aussi en termes de réalisation, parce que j'évolue. Et, et voilà pour cette première question. D'accord. Ton premier long métrage, tu l'as réalisé en quelle année? Alors, je pense que mon premier long métrage, Le monde doit m'arriver, qui était un film très familial, je Ouais. l'ai réalisé j'ai dû commencer en 2009 peut-être, même en 2008, pour le sortir en 2012. Donc D'accord. voilà, ça date un petit peu. Je dis très familial parce que c'était un film ultra naïf. On était encore dans un environnement d'un marché du cinéma assez restreint. Il n'y avait pas autant de films. Je crois que ça a été vraiment un des tout premiers films tournés avec le 5D Mark II à l'époque, qui était une sorte de révolution visuelle. Moi, j'ai appris à faire des courts-métrages avec les caméras mini DV et les mini 35 pour ceux qui connaissent ça. Et c'était très lourd, très fastidieux, la qualité était très belle, mais très difficile à rendre beaucoup plus, enfin qu'on pouvait pas trop travailler. Et du coup, quand le 5D est sorti, c'était vraiment hallucinant d'avoir la même chose en tout petit et en très simple d'utilisation et en beaucoup plus beau. Donc voilà pour dire que c'était, je crois qu'aujourd'hui il y a 20 fois plus de films qui étaient produits à cette époque-là. Ouais. Et alors justement, toi, tu n'as pas forcément suivi un cursus classique d'école de cinéma où tu as appris comment à faire ton métier? Ben, j'ai eu la chance aussi de faire partie d'une génération où on utilisait beaucoup les forums sur Internet pour se former. Et Ouais, en fait, je crois que tu es à peu près de la même génération, David. à peu Mais près, ouais.
Du coup, je passais mon temps sur ok, j'ai allumé la caméra, comment j'ai un rendu cinéma, comment ça marche. J'achetais du matériel sans savoir comment m'en servir, et donc j'ai appris de manière très empirique. J'ai pas du tout fait d'école. Pas que j'étais contre ça, mais ça s'est Ça s'est pas pas présenté. matérialisé, Ouais, ouais, absolument. ouais. J'ai failli faire une école, mais j'étais extrêmement jeune. Et du coup, j'étais trop jeune pour le faire. Et puis ensuite, comme je suis rentré dans ce milieu-là, je voulais garder une certaine fraîcheur et puis continuer d'apprendre en me formant humainement, quoi. Enfin voilà, qu'il y ait une liaison entre mon apprentissage de réalisateur et puis mon évolution de vie. Donc, Et ce premier long métrage, tu l'as fait avec très peu de moyens, tu avais un budget, tu avais quelque chose de très mais limité, qu'est-ce que tu avais? en fait, j'avais 20 ans sûrement, quelque chose comme ça déjà. Ouais, Et puis, je travaillais, je faisais des petits films à la fois institutionnels, je faisais aussi beaucoup de mariages à cette époque. Donc, j'achetais du matériel, et puis un jour, je me suis dit, bah, je reçois un message de la banque qui me dit, je sais pas, faites un prêt, quoi. Et je demande un prêt vraiment genre de 7 000 euros, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était énorme. Et à ma grande surprise, je l'obtiens. Bah, je me suis dit, génial, ça va financer mon premier film. Après, comme ça s'est vachement étalé dans le temps, je pense que si on devait parler d'un budget, ça a peut-être coûté 30 ou 40 000 euros, mon premier film, donc qui était un long métrage d'1h30. Et ensuite, comme évidemment on ne trouvait pas de distributeur, on s'est réunis à quelques réalisateurs qui avaient fait ça aussi au même moment, avec les mêmes envies, et donc qui avaient des films vraiment très orphelins, extrêmement indépendants, et qui sortent vraiment de nulle part et qui sont pas du tout dans des circuits légaux, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout d'agrément, enfin on n'avait pas du tout de contrat, rien, donc on pouvait vraiment rien en faire. On a fait quelques festivals à l'international et on a sorti nos films nous-mêmes. Donc on allait distribuer nos tracts, on appelait les exploitants, on disait ok, vous voulez prendre notre film, tout ça. Donc on avait réussi à trouver quelques salles et c'était ultra formateur parce que quand on se retrouve à 7 heures du matin au marché à distribuer des tracts à des spectateurs qui nous disent qu'ils n'ont pas été au cinéma depuis Fernandel, bah ça nous donne un petit coup voilà, ça nous donne un petit coup de lucidité sur qu'est-ce que c'est de faire des films, j'allais dire de vendre des films, mais aussi de les faire, parce que du coup, voilà, on voit tout de suite un panel de spectateurs. Et de la même manière aussi, quand on voit que on essaye d'inviter des gens, mais que les salles sont quand même vides, c'est très formateur pour l'ego, c'est très intéressant pour l'œil du réalisateur derrière, parce que évidemment on donne tout, peu importe le budget, peu importe la manière de faire. Donc on avait, je dis on parce que c'était vraiment, on avait chacun nos films, mais c'était un travail d'équipe. On travaillait tous sur les films des autres, à la distribution, à la promotion, et on se faisait vraiment plutôt rétamer par la critique, à certainement juste titre. Mais en tout cas, voilà, on se rendait compte que il suffisait pas d'arriver avec un film et de dire on a fait un film, qui était plutôt d'ailleurs sur le papier des films et des pitchs commerciaux, mais voilà, on se faisait vite retoquer par tout et tout le monde. Donc ça a été un apprentissage. Je dis pas une remise en question parce qu'il y avait même pas de question. Il y avait rien. On était très naïf, et donc du ouais. coup le fait de vivre ça sans avoir espéré quoi que ce soit, à imaginer quoi que ce soit, bah du coup ouais, ça nous forme très vite. Alors en 2015, tu réalises ton deuxième long métrage qui s'appelle Stand, Mmh. que tu as tourné, il me semble, intégralement en Russie. Euh, comment tu as fait ce film? Comment, pareil, avec quel budget? Comment tu t'es débrouillé pour faire exister ce film? En fait, on sortait du coup nos premiers films au cinéma, et très rapidement, j'ai un ami qui est monteur, qui revient d'un voyage en Ukraine et qui me montre des vidéos de choses qui deviennent assez normales en Russie. Donc c'est une loi qui a été promulguée contre l'homophobie.
contre les propagandes des minorités sexuelles selon le texte. Et en fait, en gros, ça a donné une espèce de vague d'actes homophobes très violents où, sur les applications de rencontres, des groupes fascistes donnaient rendez-vous à des homosexuels pour les tabasser en les menaçant et les humiliant euh, faire une propagande pour les mineurs, quoi. Donc d'être des pédophiles, donc de faire le lien entre l'homosexualité et la pédophilie, et des actes hyper ultra violents. Voilà, ils se faisaient tabasser, quoi, clairement. Et il y a eu même un mort de ça. Et donc il amène cette histoire et il me dit qu'il aimerait bien en faire un film. Bah moi je le soutiens totalement et je lui dis bah faisons-le. Donc on commence à l'écrire ensemble. C'était dans l'idée qu'il le réalise parce que moi j'étais vraiment en pleine sortie de mon film. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'écriture, il préférait le monter et que je le réalise. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'était un film qui a été fait un peu comme Alter Love, d'une manière ultra rapide. Je pense qu'on a eu nos premières discussions en octobre-novembre et qu'on a terminé le film en avril. Donc l'écriture, la production, la recherche de financement, la production, le tournage, la post-production, enfin tout s'est fait en l'espace de moins de 6 mois. Et c'était assez incroyable parce que le tournage, on était complètement secret, on était beaucoup en Ukraine, à la frontière avec la Russie, et du coup un petit peu à Moscou. Et effectivement, on était totalement secret, caché. On a été aussi les premiers, je crois, à tourner avec la Blackmagic Pocket. Donc c'était une toute petite caméra qui faisait 12 cm. Donc on était vraiment très caché. Voilà, on avait des prototypes de la part de Blackmagic pour le faire. On en avait 2 parce que comme il faisait moins 30 degrés, bah, il fallait prendre en compte que peut-être les caméras n'allaient pas tenir. Mais c'était une caméra qui tournait en 4K déjà? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'était vraiment le premier modèle. C'était du 1080p, mais on était déjà très content de ça. Ouais, Et, okay. Et c'était assez dingue d'avoir une si petite caméra qui rend si bien et qui peut faire en fait du RAW pour aller très précisément dans l'étalonnage. Je crois que c'était une des premières caméras qui proposait ça. Ça coûtait vraiment pas cher, donc c'était assez novateur et assez dingue de leur part. Et c'était un peu l'équivalent du Super 16, quoi, si on devait vraiment faire un équivalent avec les caméras pellicules. Et donc, on tournait avec ça. On était une toute petite équipe. Je pense qu'on était vraiment entre 3 et 5 selon les jours de tournage. Et puis, voilà, le film a une couleur particulière, du coup, dans son ton, dans son ambiance. C'est très sombre. On est assez proche du thriller par moment, même si ça reste un film de couple. Et puis voilà, donc le film est sorti, on était dans une autre type de relation avec la presse, avec le public, avec les festivals. On avait fait plus de 150 festivals dans le monde, donc c'était, on peut considérer ça comme un succès à notre échelle, parce que cette fois-ci, ça a toujours été financé par un prêt bancaire, un prêt personnel, mais avec un petit peu plus d'argent. On a eu 30 000 € de budget. Mais il y a une anecdote assez sympa sur ça, c'est que je sais qu'au bout de, je sais pas, on avait prévu de faire le film peut-être en 3 semaines ou 1 mois. Et puis, c'était en russe. Moi, je parle pas russe. Donc, on s'était dit, on va écrire des grandes lignes et les comédiens vont improviser. Et c'est moi qui cadrais le film. Donc, j'essayais de suivre un petit peu ce que les comédiens disaient, mais je comprenais rien. Donc, j'étais perdu. Ça me paraissait ultra long. Donc, en fait, au bout de peut-être 3 semaines de tentative de tournage, on s'est dit, bon, bah, ok, en fait, on n'a rien du tout. Il n'y a pas une scène qui est valable. On cherche encore. Donc, on va stopper. On va écrire pendant 4-5 jours. Et puis, on va reprendre le tournage du début et jusqu'à la fin. Seulement, à ce moment-là, je vais voir les comptes en pensant qu'il reste quelques milliers d'euros. Mais évidemment, je suis déjà dans le rouge plus. Donc, à ce moment-là, il y a eu un vrai dilemme. Est-ce qu'on rentre sans film et avec des dettes, ou est-ce qu'on rentre avec beaucoup plus de dettes, mais avec un film? Bah, voilà, que de manière collégiale, on a pris la décision d'y aller. Et donc, on a fait ce film. Donc on s'est retrouvé dans une énergie extrêmement particulière, avec plein de choses très positives qui nous arrivent, qui m'arrivent en tout cas en tant que réalisateur, autour du film, et puis beaucoup d'administratifs et de comptabilité très compliqués à gérer. Bon voilà, donc le film est sorti, on l'a distribué nous-mêmes aussi, avec une structure, en partenariat avec une structure, et donc expérience ultra formatrice et intéressante en production, en réalisation et en distribution.
Combien de jours de tournage, ce film? Il me semble que c'était 11 jours de mémoire. D'accord. Donc un peu comme Alter Love Absolument. qui est, oui, 10 jours de tournage, qui comporte 10 jours de tournage. Ouais. Alors, on était en 2015, les années passent et te revoilà avec un nouveau film, Alter Love, qui sort donc, je le rappelle, le 23 avril. Alors, je vais, hop, voilà, balancer l'affiche ici. Un film avec Kim Higelin et Victor Poirier. Un film sentimental, un film romantique qui nous raconte l'histoire d'un couple qui se forme, qui se rencontre le temps d'une nuit et qui va nous faire traverser plusieurs décors dans un Paris nocturne avec une évolution autour de ces deux personnages dans leurs sentiments, dans leurs relations, dans leurs discussions, dans leur... Enfin voilà, il y a une spontanéité, il y a une fraîcheur dans ton film qui est vraiment intéressante, qui moi m'a fait pas mal penser à ce qu'on peut voir dans le cinéma de Richard Linklater, notamment dans sa trilogie de films Before Sunrise, Sunset, etc. Ça m'a aussi un peu fait penser à Une nuit d'Alex Lutz, hein, dans l'idée voilà, d'inscrire un film romantique sur une limite de temps. Mais donc ton film, il a une saveur assez singulière, assez particulière. Il y a des vrais partis pris de mise en scène. Il y a pas mal de plans séquences. T'as tout tourné en 10 jours, c'est assez incroyable hein, d'avoir tourné quand même en si peu de temps et d'avoir un film d'1 h 30. Donc pareil avec ce film Alter Love, tu n'avais pas de distributeur officiel, on va dire entre guillemets, c'est vous-même qui le distribuez. Et j'aimerais bien que tu me racontes voilà comment ça se passe, comment en fait on arrive à sortir un film sans distributeur. Dans combien de salles on arrive à le sortir, comment ça se passe, les exploitants, la relation que vous avez avec les exploitants, comment ça se déroule tout ça, quoi. Et combien vous avez eu de budget pour faire ce film, et comment tu as réussi à convaincre les acteurs de ton film. Voilà. Ça fait beaucoup de questions, mais vas-y, je te laisse répondre par celle que tu veux en premier. Je vais essayer de faire un panel production-distribution. Voilà. En fait, déjà, quand est-ce que tu as eu l'idée de ce film et au bout de combien de temps tu as réussi à le concrétiser avec la recherche de financement, etc. En fait, il s'est passé donc 10 ans entre Stand et Alter Love. Ouais. Et pendant ces 10 ans, moi, j'ai développé d'autres projets de films. Enfin, surtout on était concentré sur un projet qui a eu peut-être 6 ou 7 versions différentes, où des personnes très importantes dans le cinéma ont été impliquées sur ces projets-là. Mais comme 9 films sur 10 en France, le film ne s'est pas fait, malgré le fait qu'on ait beaucoup plus de financement que ce que j'ai eu pour Alter Love pour le faire. Voilà, il y a des subtilités de production qui font que ce film n'a pas été réalisé. Du coup, moi, au bout de 7, 8, 9 ans, première question, est-ce que je suis toujours réalisateur? Ok, je fais des choses, mais j'écris, je passe des commissions, je suis payé pour faire des dossiers de films qui vont pas se faire, bon. Mais c'est assez étrange dans le concept. Donc moi, la question juste humaine, je parle même plus du cinéma, je me demande si moi, aujourd'hui, à 36, 37 ans, je suis toujours réalisateur au moment où j'ai pas fait de film depuis 10 ans. Est-ce que je saurais toujours gérer un plateau, des comédiens, parler avec des techniciens, les nouvelles technologies qui vont très très vite, voilà, je suis complètement largué. Donc je me dis ok, bah ce que je vais faire, c'est que encore une fois, je me retranche sur mes amis, sur mes proches, sur mon premier cercle, et je me dis, bah on a du matériel, tout ça c'est facile, on va écrire un petit film très simple et puis on va le mettre sur pied. Donc ça, pour moi, dans mon esprit, à ce moment-là, c'est vraiment un film qu'on fait pour nous et qui va peut-être ne jamais aller au bout. Je veux dire, juste l'idée, c'est de retrouver des sensations. À ce moment-là, je me pose et je me dis, ok, on avait toute une liste de pitch, plein de pitch, mais je me rappelle que la première qualité d'un réalisateur, c'est la lucidité. Et donc, comment on peut rentrer sur très peu de temps de tournage, un budget très petit et pour un rendu accessible.
bah, je me dis, ok, un homme, une femme, une nuit. Déjà, c'est un point de départ qui me semble assez facile à imaginer, à conceptualiser. Donc, ça a été la base de départ. Donc, ça a été une vraie idée de production. Et puis, en fait, j'arrivais au-delà de moi dans le cinéma, j'arrivais à une étape de vie qui amène une certaine réflexion. Et donc, je me suis dit, bah ok, j'ai pris ce prisme d'une nuit avec ses différents décors, avec cette différente ouverture qui se fait entre les personnages entre eux, l'espace à l'intime qu'ils laissent à l'autre. Enfin voilà, des thèmes qui résonnent un petit peu sur le côté des relations virtuelles aussi d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe si on a une vraie rencontre, si on a de l'improvisation à l'intérieur de quelque chose de très planifié. J'avais aussi le côté que ce qui se passe dans cette nuit peut ressembler à la construction d'un film. Je veux dire, voilà, on rentre dans un lieu, on ne sait pas ce qu'on y trouve, on ne sait pas quelle étape on va passer avec l'équipe, avec les personnes, avec le film en lui-même. Donc j'aimais bien pouvoir retranscrire un petit peu ce chamboulement intérieur qui peut se passer dans la tête d'un réalisateur. Ça me permettait d'avoir une espèce de bouée de secours. Et donc, je me pose devant l'écriture. Je veux faire un film ultra simple, mais je vois tout de suite que ça part dans des concepts d'écriture plus complexes qu'un homme, une femme, une nuit. Mais je me laisse emporter par l'écriture. Ça donne le film que tu as vu et qui sort en salle le 23 avril, avec toutes les propositions qu'il comporte. Je me rends compte aussi que c'est une sorte de cheminement, de guérison au fil de la nuit, justement de laisser la place à l'autre. Bah, ça fait grandir la perception de soi et donc du coup la vraie relation à l'autre qui était vraiment au cœur du film et de l'écriture. Et on vient la partie de la production et là je retrouve enfin un associé en particulier qui a une grande envie de porter ce film, de porter ce qu'il a lu au plus haut de ce qu'on peut. Donc c'est avec Paul-Maxime Coscas qui a été le première personne impliquée qui m'a poussé aussi à écrire davantage le scénario parce que moi j'étais parti dans une idée de prendre une caméra et d'y aller en impro. Et en fait, lui a vraiment tenté de cadrer le projet et à juste titre parce que c'est ce qui a permis de l'amener beaucoup plus loin que cette idée qui manquait d'ambition de dire on va faire un film pour nous. Et donc du coup, il a porté le projet d'un point de vue financier dans un premier temps, a proposé les bases d'un budget qui permettrait de le tourner de manière beaucoup plus décente que ce qu'on imaginait. Et on a trouvé un troisième associé, Damien Béaco, avec qui on a monté cette structure Annexe 3. Et en fait, l'idée très vite, parce que moi j'avais un goût un peu amer de mes précédents films, d'être industriellement bloqué parce qu'on n'avait pas la légalité qui suivait. Là, l'idée, c'était de faire des films à très petit budget, mais qui ont cette particularité d'être dans des circuits au même titre que des films beaucoup plus imposants en termes de budget ou en termes d'industrialisation. Donc, voilà, l'idée, c'était d'industrialiser le cinéma indépendant en France. Il n'y a pas énormément d'exemples de films à moins de 500 000 euros qui sont complètement, qui ont toute la ligne de droit officielle et légale, parce que voilà, il y a plein de complexités dans le système français qui font que soit on est dans le système, soit non. Bah là, l'idée c'était de créer une boîte et de permettre d'être entre les deux, quoi. Et on a réussi ça, donc on était très contents. Et le fait de réussir ça d'une manière administrative, ça a appuyé la possibilité de distribuer le film à une manière plus importante que de le faire soi-même en appelant 3 cinémas. Donc effectivement, on le distribue nous-mêmes, mais ça a été un choix dans la continuité de la boîte de production, de monter une boîte de distribution, parce que les discours qu'on avait avec les distributeurs, c'était ça peut nous intéresser, mais pour 2026, pour 2027, oui, mais peut-être. Et en fait, quand un film est acheté, quand il est terminé, bon, c'est toujours plus compliqué pour un distributeur, ce que je comprends, parce qu'il a envie de mettre sa patte et généralement, il intervient avant le film, parce que c'est lui qui a la relation au marché, donc il sait ce qui peut être vendu ou pas. Mais du coup, on s'est dit, gardons notre naïveté,
Donc on a fait le film pour info pour 370 000 euros. 300 000 euros de coûts de fabrication, ce qu'on appelle. Le reste, c'est des salaires qui sont pas payés. Voilà, enfin, c'est des mises en participation de certains salaires. Et du coup, donc on a fait ce film pour ce montant-là. Et on s'est dit, restons dans cette naïveté, restons dans cette marginalité et montons une société de distribution parce qu'on croit au film, on croit qu'il peut parler à des personnes, à des générations. On s'est aperçu que le film qui était destiné peut-être plus pour les jeunes répond en fait à un besoin des générations plus anciennes pour justement comprendre les jeunes, donc leurs propres enfants ou les jeunes d'aujourd'hui en général. Il y a beaucoup de débats qui sortent du film, il est très clivant, donc il y a ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent, et puis ceux qui s'en foutent évidemment, mais en tout cas, on est souvent à la sortie des 4 projections publiques qu'on a eues jusqu'à maintenant, qui pousse à un débat hyper intéressant quoi, sur ce que sont les jeunes d'aujourd'hui, les relations, l'amour, mais aussi le cinéma d'aujourd'hui, le cinéma en France. Donc voilà, quand on a perçu ça, on s'est dit on va y aller nous-mêmes parce que on va forcément tout donner pour que le film soit le plus vu, quoi. Donc là, le film sort la semaine prochaine. On sera fixé vendredi sur le plan de sortie. On aura une 50aine, 60aine de salles selon les discussions, prévisions qu'on a aujourd'hui. On est très content de ça. Enfin, pour nous, c'est beaucoup. Et puis, on a été mis en valeur de plein de manières pour le moment. Ça continue jusqu'à la sortie, certainement pendant 1 mois ou 2. Après la sortie, on a déjà des salles qui ont prévu de programmer le film fin mai, parce que voilà, ça reste une petite sortie, un petit film, sans être péjoratif, mais qui va voyager avec des projections peut-être spéciales, justement, avec des possibilités de faire des débats. Donc c'est une sortie un peu spéciale, pour un film un peu spécial, mais dans lequel on a mis tout ce qu'on pouvait y mettre de sincérité, de lucidité, et de liberté qu'on a eu pour le faire, parce que absolument aucune censure industrielle, le mot est un peu fort, c'est pas peut-être pas le bon mot, mais il n'y a eu aucun impact de marketing pendant la création du film. À aucun moment on s'est dit ok, pour parler à ce public-là, on va devoir faire ça, on va devoir enlever ça, on va devoir raccourcir ce truc. Donc il y a des partis pris qui sont très forts, qui répondent à aucune logique commerciale ou marketing, mais une logique de passionné de cinéma et d'une envie de faire un film quand même avec le cœur qu'on partage. Et ça, moi je sais en tant que cinéphile, mais aussi certainement en tant que réalisateur, que c'est des choses dont on a besoin. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Je veux dire, on n'a rien inventé, mais moi en tant que spectateur aujourd'hui, on est dans des films, ok, j'ai des films qui vont beaucoup me plaire, mais qui ont été faits pour moi, le cinéphile de mon âge, de grande ville, voilà. Et bon, je trouve ça un peu dommage de pas faire plus de paris et de dire effectivement, là, ça parle à personne, mais en parlant à personne, peut-être qu'on parle à tout le monde. Et moi, j'adore trouver des vieux, des jeunes, des ados, des intellos, des gens qui viennent de tous les univers, pouvoir aimer ce film, pouvoir le détester, mais pouvoir aussi l'aimer pour plein de raisons qui nous échappent. Voilà, donc ça, je suis assez satisfait, voire fier de ce rendu-là. Et vous n'avez pas essayé, au moment où vous étiez en production, plutôt en pré-production, vous n'aviez pas essayé d'avoir justement des agréments, du soutien du CNC par exemple? Est-ce que vous avez essayé ça? Est-ce que vous avez eu du soutien de la part de régions, par exemple, la région non, Île-de-France? en fait, on a fait le choix de ne pas aller là-dedans parce que le fait de demander et d'attendre après ces commissions, c'est 9 mois ou 1 an minimum pour dire on a déposé le dossier et puis peut-être qu'on tournera le film. À notre niveau à nous, c'est plus 5 ans. Donc l'idée, c'était de faire un film très vite, de pouvoir trouver un financement 100% privé, donc parce que ça a été le cas, et de dire on a l'agrément de production du CNC, mais qui est comme le tampon légal, qui dit vous avez fait le film dans les règles, mais à aucun moment on a un financement. Avec les salaires officiels de tous les techniciens, Absolument. enfin je veux dire, voilà, d'où le Avec la budget vérification des comptes, avec tout ce qui concerne vraiment le tampon de l'État français sur le fait d'avoir fait un film en toute légalité. Et ça nous ouvre la possibilité d'avoir le crédit d'impôt,
Donc 30% de certaines dépenses sont remboursées sur le budget du film. Donc c'est le seul argent autre que l'argent privé qu'on aura sur le budget de ce film. Et donc de faire le film de cette manière, est-ce que ça vous a facilité la distribution auprès des exploitants? Est-ce que vous arrivez avec quelque chose de plus, comment dire, pas convaincant, mais quelque chose de plus, oui, de plus officiel, et donc est-ce qu'on vous écoute davantage que si vous étiez arrivé avec un film, peu importe le résultat et la facture visuelle ou technique, mais avec un film qui aurait été fait avec un peu à l'arrache, quoi, avec très peu de budget? Est-ce que ça vous ouvre plus de portes? Je pense qu'aujourd'hui, le marché de la distribution salle, il est extrêmement complexe. On voit qu'il se passe des choses très absurdes avec des films qui coûtent extrêmement cher et qui sont surdistribués et qui font vraiment peu d'entrées, avec des films qui sont tout le contraire. Voilà. Donc déjà, les cinémas sont très... Enfin, voilà, ils sont dans un état assez particulier en ce moment de peur, de crainte, de pas trop savoir où ça va aller, de vouloir vraiment distribuer des très gros films. Donc on est quand même un pays où on a le plus de cinéma par habitant, je crois, dans le monde. Donc il y a un accès aux salles de cinéma qui est exceptionnel. Et il y a une diversité des films proposés qui est complètement folle. Donc tout ça, c'est l'aspect génial. Maintenant, quand on arrive avec une nouvelle société de distribution, avec un réalisateur pas connu, un casting peu identifié, même si on a Kim Michelin qui sort du gros succès du Consentement, on a une apparition de Christophe Lambert aussi qui fait plaisir à certains cinéphiles d'une certaine époque, mais je veux dire, voilà, le casting, c'est pas les gros noms du moment qui ouvrent les portes de la vente d'un film. Bon, ça faisait beaucoup d'éléments pour nous pour être même pas un outsider. Je veux dire, on est parti très très loin en termes de distribution. En revanche, un énorme travail a été fait sur la création de la structure Perspective 7 et de nos partenaires avec qui on a travaillé et qui, eux, sont très identifiés et qui nous ont apporté justement une base de réseau et de possibilités de discussion avec les salles qui dépassent la possibilité d'un petit film fait à l'arrache. Ce qui nous aide plus, c'est le fait d'avoir une recommandation à réessayer. Donc ça, je n'ai pas les chiffres, mais peut-être un film sur 4 ou 5 ont cette recommandation-là, et ça donne un espèce de droit d'ouverture, d'ouverture de droit de subvention pour les salles de cinéma, de passer les films qui ont cette recommandation-là. Donc nous, on a eu cette recommandation-là parce qu'on a eu en grande partie l'agrément de production. Donc on s'est industrialisé à notre manière, on part de tout en bas, mais on a mis un budget assez conséquent, encore une fois, à notre niveau, pour la distribution du film, pour payer de l'affichage, pour payer des médias, des partenariats, faire les choses bien, quoi. Oui, et ça, le budget distribution dont tu me parles, c'est compris dans les 370 000 euros? Non, c'est à côté. C'est une nouvelle société avec de nouveaux associés, de nouveaux investisseurs. C'est un autre budget. Une fois, c'est un autre budget. Encore une fois, il y a uniquement de l'argent privé qui ont été investis, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est pas uniquement de faire un one-shot. On a monté une structure de distribution, non pas pour dire on distribue ce film, on prend le film qu'on a produit avec une autre société et on le distribue, on l'amène en salle, mais vraiment de dire, de la même manière que la production, de dire, ok, cherchons des films avec des regards singuliers, cherchons des films qui sont orphelins de distributeurs parce que pas assez marketés pour une cible ou pour une autre, mais avec une valeur quelque part ou une plus-value ou je sais pas. Et puis, voyons ce que ça donne. Nous, on sait que ce soit à la production ou à la distribution, c'est un travail sur 5 ans. On a établi ça sur 5 ans. En vérité, grâce à Alterlove, je pense qu'on a gagné du temps, en partie grâce à l'engagement justement des comédiens dont j'ai parlé, aux techniciens, au budget qu'on a réussi à mettre en œuvre pour professionnaliser beaucoup plus le film. Donc on est en avance sur notre plan des 5 ans, à la fois en production et en distribution. Maintenant, évidemment, le film sort la semaine prochaine à date de l'enregistrement de cette interview. Bon, forcément, le nombre d'entrées va faire une différence pour nous. Puis au-delà de ça, la notoriété qu'on a su créer au film, qu'est-ce qui va se passer pour la VOD, qu'est-ce qui va se passer pour les DVD, qu'est-ce qui va se passer pour tous les marchés autres qui sont aussi importants peut-être que la salle.
est-ce que vous avez essayé de vendre le film à des chaînes privées ou à des plateformes ou pas encore? Ou est-ce que ça, c'est une étape qui vient après? Comment ça se passe? On a eu il y a quelques mois des discussions avec une plateforme américaine de premier plan qui était prêt à acquérir le film en exclusivité française, enfin voilà, d'en faire une exclue sur leur plateforme. Mais Avant même qu'il sorte au cinéma, tu veux dire? oui. En fait, si le D'accord. film est acheté par une plateforme pour en faire une exclue, il ne peut plus sortir au cinéma. Oui, oui, Et oui. c'était le problème qu'on a eu parce qu'on s'est dit, OK, le deal, il était ce qu'il était. Évidemment, c'est un énorme prestige pour nous de dire on a fait un premier film et il est déjà acheté par une énorme marque américaine qui fait rêver. Mais Ça vous permet surtout tout de suite de peut-être vous rembourser du budget de oui, production que vous mais ça nous avez. remboursait pas le budget parce qu'en Ah, fait, c'est très complexe, mais il y a certains créneaux de ce que je parlais des agréments, et là, eux étaient sur un agrément et nous sur un autre. Donc en gros, il y en a un qui devait faire un sacrifice et c'était forcément nous. Et ouais. donc du coup, financièrement, on s'y retrouvait pas plus que ça. Mais c'était surtout le prestige et la possibilité de dire nous, nos partenaires, c'est eux, et on est capable de refaire un film derrière très vite avec peut-être même avec eux. Mais du coup, on a beaucoup réfléchi, on a essayé de chercher des solutions, on s'est rapproché du CNC pour voir si on pouvait switcher d'agrément pour justement rentrer dans leur case à eux. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais on était très très content quoi de pouvoir être à la table de ces studios-là et de pouvoir imaginer que ce travail qu'on a fait tout seul dans notre coin, avec toute l'unicité qu'il porte, bah, il pouvait être totalement diffusable selon eux sur cette plateforme pour un grand public. Ouais. Donc ça a été réconfortant pour nous. On a vraiment réfléchi et on s'est dit bah on y va pour la sortie salle. On prend tous les risques qu'on a commencé à mettre en place, en sachant qu'il y ait de très très fortes chances que le film se retrouve quand même sur leur plateforme, mais par rapport à la chronologie des médias qui existent en France, dans un an et demi. Oui, voilà, c'est ça, dans un an et demi. Et alors, on en discutait la dernière fois qu'on s'est vu par rapport justement aux exploitants, comment ça se passe, le nombre de salles dans lesquelles le film peut être distribué. Généralement, c'est ce que tu me disais, ça se passe 3 ou 4 jours avant la sortie. Enfin, c'est-à-dire la décision du nombre de salles se joue 3 ou 4 jours avant la sortie officielle d'un film. C'est-à-dire là, bon là on s'en rapproche, mais un mois avant la sortie d'un film, que ça soit d'ailleurs même des gros budgets ou des moyens budgets, on ne sait pas dans combien de salles le film va être diffusé, va être distribué. C'est ça, on est d'accord. En fait, la programmation d'un cinéma se fait le lundi pour le mercredi. Donc Ok, le oui définitif, il se fait à ce moment-là. Maintenant, c'est un travail de longue haleine, de faire connaître le film aux exploitants, de leur montrer le plus tôt possible, d'essayer de travailler le film avec eux dans la ville dans laquelle ils sont, les bandes annonces, les affichages, faire une pub ciblée dans chaque ville. Nous, on est en train de faire un travail de proximité sur les cinémas qui nous ont dit oui. On appelle les boulangeries, les lycées, les libraires qui sont pas loin et on dit voilà, on met un jeu concours en place, allez voir le film, on vous envoie de la PLV, des petites affichettes, tout ça. Bon, bah ça, plutôt on le sait, mieux c'est. Mais effectivement, à notre niveau, hein, je veux dire, quand c'est des films plus petits que des studios ou des distributeurs très en place, bah à notre niveau, mais ce qui est le cas pour beaucoup de distributeurs en France, en fait, effectivement, parce que ça dépend de la continuation des films qui sont déjà en place ou pas. Est-ce que les films marchent? Est-ce que les films sont des gros flops et du coup ça laisse de la place? Est-ce que les mecs aussi, ce qui est normal, je veux dire, ils nous connaissent pas, et on n'est pas du tout identifiés, donc ils attendent de voir la com qu'on met en place. Est-ce que tout ce qu'on leur vend sur le papier est vrai? Donc le lundi, 2 jours avant la sortie, généralement, les articles de presse, les interviews sont déjà sortis publiquement. Donc ils sont capables de juger la le notoriété du film potentiel, ayant vu le ouais. potentiel. Donc oui, on est complètement là-dedans. Après, il y a des cinémas qui nous disent oui tout de suite 2 mois avant. Il y a des cinémas qui nous disent oui tout au long cours du travail de programmation. Mais là, en l'occurrence, nous, on a aujourd'hui, pour être très transparent, une
vingtaine de salles confirmées avec qui on travaille depuis quelques semaines pour faire des entrées dans leur salle. Et puis, on en a une quarantaine qui vont se décider vraiment Là, entre aujourd'hui et vendredi, parce que lundi, c'est lundi de Pâques. Donc, ah oui, la programmation a été avancée à vendredi cette fois-ci. d'accord. Et la vingtaine de salles plus ou moins validées, verrouillées, c'est beaucoup de Paris ou c'est plutôt la province ou... Alors, Paris, on est 100% vendredi. Parce qu'il y a énormément de politiques qui rentrent en compte. Si on a le circuit UGC, ça peut couper certains indépendants. Enfin voilà, c'est un travail par quartier, un travail par enfin globalité. Voilà, dans Paris, qu'est-ce qu'on fait? Si un grand circuit nous propose qu'une seule salle, mais qui veulent être les seuls, est-ce qu'on dit oui ou non? Bon, voilà, c'est beaucoup de questions last minute, donc tout est enclenché. Moi, je laisse faire les programmateurs sur ça parce que c'est un travail très précis, très particulier qui est lié au marketing et ils travaillent incroyablement bien. Donc, on a une équipe de 2 personnes en interne et un service externe. On a fait enfin voilà, on a embauché un programmateur extrêmement efficace qui s'appelle Michael Moulière et qui fait ce travail justement auprès des salles pour des circuits et de paris pour essayer de placer le film où il faut. Ouais, ouais, ouais. Et tu parlais donc du casting. Il y a donc Kim Higelin qui est dans ton film. Donc Kim Higelin, comme tu l'as dit, on l'a vu, elle s'est faite remarquer dans le film Le Consentement avec Jean-Paul Rouve. Comment tu réussis à convaincre une actrice qui à ce moment-là a le vent en poupe, on va dire, et comment tu arrives, comment tu l'approches, comment tu arrives à la convaincre pour jouer dans ton film? Mais je l'approche par un coup de chance. Déjà, je veux dire, je croise Vanessa Philo, la réalisatrice du Consentement, à un café, enfin dans un café sur une terrasse, et puis je commence à discuter avec elle. Je viens de voir Le Consentement, et j'ai écrit ce film qui est plus pour la génération d'au-dessus, mais j'en parle un petit peu parce que j'ai croisé Kim quelques jours avant dans la rue, et je l'ai trouvé très magnétique, très charismatique, qui cassait totalement avec la jeune adolescente fragile de 12 ans qui est dans Le Consentement. Donc, je l'ai trouvée très impressionnante dans Le Consentement et dans la vie. Donc, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est ça le personnage. Et puis, finalement, je me retrouve face à elle, grâce à son agent, grâce à Vanessa, grâce à son agent. Et puis, ça match très vite. En fait, ça match très vite parce que je pense que aussi le fait de tourner des films d'une manière très libre intéresse forcément des comédiens. Parce que je crois que voilà, cette énergie, enfin c'est une expérience unique pour un acteur en fait de lui dire tu viens, on va vous suivre, il y a une énorme liberté pour tout et tout le monde. On a un film, on sait pas du tout à quoi il va ressembler, on sait pas du tout à qui il s'adresse. Il y a des paris dans le scénario, on sait pas du tout s'ils vont marcher. Mais voilà, on a une énergie de passion. On est à la poursuite de nos rêves. Et c'est aussi pour ça qu'on fait du cinéma. Moi, j'ai vécu les 10 ans de non-film de manière hyper violente parce que tous les gens que je rencontrais, qui étaient des gros techniciens, des gros comédiens, implantés, quand je dis des gros, je veux dire, voilà, c'est des gens qui tournent non-stop, et franchement, 95% de ces gens-là étaient des dépressifs, quoi. Parce que faire des films à la chaîne, parce que être dans un système, parce que ne jamais donner le maximum qu'on peut donner, parce que manque de temps, manque de ci, manque de ça, parce que des conflits, des rapports de force. Bon, bah voilà, moi j'arrive avec une proposition aux comédiens de dire, il n'y a pas tout ça. On est entre nous, on crée le film ensemble, on crée le film au fur et à mesure. Toutes les personnes qui sont sur le tournage sont là par passion. On a énormément de personnes pour qui c'est le premier film. Et du coup, je pense que ce discours-là plaît énormément. Au-delà, évidemment, d'un scénario totalement atypique, extrêmement porté sur les comédiens et la relation des comédiens et l'évolution des personnages. Donc bon, voilà, je pense que un personnage solide à travailler, une représentation originale et atypique d'une comédienne sur un personnage et la possibilité de faire un film ultra libre, bah je crois que ça appuie quand même une certaine envie de faire partie de ce projet.
le dis comme ça, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais voilà, ce que je sais, c'est que ce soit pour Kim ou pour Victor, ou pour 95% à mon avis des gens, peut-être même 100% des gens qui étaient sur ce tournage, ça reste une aventure humaine hallucinante, incroyable, où on a tous été pendant 10 jours au maximum de ce qu'on pouvait donner pour sortir ce film-là. Donc je sais pas si c'est un bon film, mais en tout cas, c'est le meilleur film qu'on pouvait faire dans la somme de tout ce qu'on avait à ce moment-là. Et ça, peu importe si le film plaît ou pas, je pense que ça se ressent. Et c'est la fragilité humaine représentée à l'écran qui, à mon avis, donne un espace au spectateur de faire partie de cette aventure aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'imagine du cinéma indépendant. Voilà, En tout cas, le résultat est très, comment dire, authentique, très vrai. Moi, j'ai trouvé les deux comédiens excellents, vraiment très bons, très intéressants à suivre, avec une empathie qui arrive assez rapidement, je trouve. Et bon, moi, je t'avais dit, je suis assez friand de ce genre d'histoire, de ce genre de, voilà, j'aime beaucoup les films romantiques, les films sentimentaux, etc. Donc, la rencontre amoureuse, etc. Voilà, tout ça, ça me parle énormément. Et donc, j'ai vraiment pris un vrai plaisir à regarder ton film et à suivre cette nuit d'amour qui nous balade d'un bout à l'autre de Paris dans des endroits que je ne connaissais même pas. Enfin, je veux dire, moi j'habite Paris, enfin la région parisienne, donc je devrais être quand même assez familier du truc. Et en fait, voilà, il y a des endroits je ne savais pas qui. Enfin, en tout cas, on voit que t'es parti au Japon, je trouve. Ah oui. Oui, non, mais parce que je vais pas révéler, mais on visite des endroits dans Paris qui pourraient sortir tout droit du Japon, je trouve. Enfin, tu vois, des endroits où on fait certaines choses, où il se passe des choses. Enfin, en tout cas, voilà. C'est drôle que tu soulignes ça, ouais, t'es le premier à le souligner, c'est vrai, moi-même j'y avais pas pensé, mais j'ai eu la chance de vivre un petit peu au Japon, et effectivement, peut-être que ça m'a inspiré. La contemplation aussi, peut-être la contemplation urbaine. Ouais. Alors ouais, je voulais te demander, c'est juste un petit détail comme ça technique, mais le film démarre, on est sur les quais de Seine, et on a deux pigeons qui se suivent et qui, je trouve, donnent enfin, comment dire, c'est comme une sorte d'analogie avec ce qui va suivre et avec ce couple de pigeons qui se forme. Est-ce que ça, c'est un coup de chance? Est-ce que ça a été, vous l'avez provoqué? Comment vous avez réussi à obtenir ce plan? J'aimerais tellement dire que je suis un directeur de canards incroyable. C'est des canards. C'est des canards, ouais. J'aurais adoré, parce que j'ai une passion pour les canards est née pendant la production de ce film, mais je pense que c'est le seul moment du film où le seul moment du tournage où je suis devenu complètement hystérique. Moi qui suis vraiment très calme, sous pression, en tension pendant les 10 jours, et ce petit moment de 3 minutes, parce qu'en fait, il se trouve qu'on a eu un steadicammer pendant une soirée, pendant peut-être 2 ou 3 heures pour faire certains plans dans Paris, et on descend sur les quais de Seine pour filmer l'eau, en fait, voilà, pour peut-être le générique, on sait ça pourra nous servir, mais les vagues, les lumières des bateaux sur les vagues, enfin ce genre de conneries, quoi, j'ai envie de dire. Et puis là, on arrive et puis on voit, en fait, il avait ce Steadicam qui est un peu une grue en même temps, qui s'appelle le Steadicam Trinity, c'est un truc très particulier, et ça permet de garder l'axe, mais en faisant des mouvements en haut, bas, droite, gauche, enfin, c'est assez hallucinant. Et puis, d'un coup, on voit, on était 3 peut-être, ou 4 maximum, et on voit ce canard, quoi, un premier canard arriver. On hallucine, je veux dire, on est à les quais de Seine qui sont tout pourris avec des verres dégueulasses, on a Paris magnifique derrière, et puis d'un coup il y a ce canard. Donc on l'a tout de suite chopé, quoi. On est tout de suite essayé de le suivre, et puis de manière totalement magique. Mais ça représente hyper bien le film, c'est pour ça que j'ai voulu en faire le générique de début, parce que
c'était incroyable, c'était totalement opportun. Je veux dire, ça n'a pas du tout été fabriqué. Évidemment, on n'a pas les moyens de se payer un dresseur de canards et encore moins des canards. Mais ils sont venus à nous. Ils sont venus à nous. Ils ressemblent aux comédiens en plus dans leur manière. Non, mais non, mais c'est drôle parce que c'est vrai que le canard vient rejoindre un autre. Et après, ça forme un couple qui part voguer vers de nouvelles aventures. Enfin, non, mais c'est drôle, quoi. On a réussi à les suivre pendant 30 secondes. Tu vois, ouais. Ah oui, parce qu'on avait du gros matériel. Enfin, on avait quand même un énorme truc. On marchait. Moi, j'étais comme un fou. Et ça, c'est ce que j'appelle des accidents magiques du cinéma. Et ça, c'est assez incroyable. Ouais. C'est assez incroyable. Vous avez eu beaucoup de chance. Je peux pas dire par respect pour mes comédiens que c'est mon plan préféré du film, mais il serait très très haut dans les instants magiques du tournage. Il était vraiment merci quoi, merci les canards. Alors, il y a sans spoiler et sans dévoiler où est-ce qu'on se balade dans ton film, mais il y a certaines séquences qui sont des plans séquences, et notamment une descente dans un bar où ils font un jeu, je crois. Un jeu où ils dansent, tout ça, bon bref. Et je crois que ça dure à peu près une dizaine de minutes, c'est un plan séquence d'une dizaine de minutes. Comme vous êtes dans un tournage assez limité, vous tournez... Enfin, combien de fois vous pouvez vous autoriser à refaire ce plan? Combien de fois vous l'avez refait? Est-ce que vous vous êtes dit, bon voilà, cette nuit-là, on doit tourner cette séquence uniquement, et nous avons qu'une heure ou deux pour le faire, donc on peut le refaire 2 ou 3 fois. Enfin, comment ça s'est passé, par exemple? En fait, le plan dure 14 minutes 36, donc c'est énorme. Dans ce plan, il y a de la chorégraphie de danse, il y a de la vaisselle qui se casse, il y a 5 ou 6 décors à l'intérieur du décor. On commence dans la rue, on finit dans la rue. Il y a des machines qui doivent jouer à certains moments des choses précises. Il y a des musiques, parce qu'en fait, on a tourné sans la musique, mais il y avait quand même de la musique dans les oreilles des comédiens pour qu'ils puissent parler assez fort, pour qu'ils puissent être un peu en rythme. Donc, il y a ça à gérer aussi. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses. Il y a 12 ou 13 pages de dialogue pur et brut. Donc, c'est un plan... vous le répétez, excuse-moi, vous le répétez avant de tourner in situ? En fait, c'est un peu comme les canards, c'est une sorte de miracle. Je sais pas comment j'ai eu l'inconscience de dire on le fait de cette manière-là, mais en fait, pas du tout. On n'a pas répété avec les comédiens. Donc, ils arrivent et moi, je leur dis la première prise, on l'a fait. Comme ça nous sert de mi-répète, mi-prise. Bah, d'accord, mais où est-ce qu'on dit ça? Où est-ce qu'on dit ça? Bah, démerdez-vous. Voilà, quand vous sentez, vous parlez, vous avez le texte en tête. Tu leur as juste donné un parcours ou même pas? Ouais, on a fait un petit parcours, mais qu'on a travaillé, je veux dire, très peu de temps. En fait, on a eu, c'est très simple, on a pu tourner cette séquence de 20h à 23h. Tourner. On avait préparé le décor parce qu'il y a eu un gros travail de décor sur cette scène et de lumière. Donc, on a préparé ça dans l'après-midi. Et donc, on arrive avec les figurants, avec l'accès au lieu et avec les possibilités techniques, voilà, avec 3 heures pour faire un plan de 15 minutes. Mais on ne sait pas à ce moment-là que ça fait 15 minutes. On dit, on prend le temps qu'il faut. Arrêtez-vous quand vous voulez vous arrêter. Et puis on voit. Donc, on a fait au total 8 prises. Il y en a 4 qui ont été au bout. Parce que dès que c'était pas bon, du coup, j'arrêtais. On a fait une première en entier pour voir les stops, justement, qu'est-ce qu'on réajuste, qu'est-ce qui va pas, voilà. Et en fait, oui, même si ça se plantait, vous êtes allé au bout de la première prise pour voir. Ok. Ouais. Et il se trouve que c'était la deuxième meilleure. Il y a celle qu'on a utilisée dans le film qui est la 8e ou la 7e, et il y a la première qu'on aurait pu utiliser à coup de 2-3 flous. On peut pas faire plus, mais voilà, à coup de petits problèmes techniques. Voilà. C'est le chef opérateur qui cadrait et qui pointait tout seul, et donc il faisait le point pour que ce soit net. Et il y avait, en plus de ça, au fur et à mesure des prises, moi je rajoutais des choses, que j'étais sans limite. Du coup, comme je voyais que ça marchait, j'avais plus peur. J'ai dit, OK, on va rajouter un passage en vue subjective pendant 40 secondes. OK, on va rajouter tel élément là, tel figurant, il vient faire ça. Et donc la scène s'enrichissait, mais effectivement,
c'est pas forcément, je veux pas parler de coup de chance, parce qu'il y a énormément de travail derrière, il y a énormément de concentration à un moment donné de tout le monde, mais la force, cette scène aussi représente bien le film, même si j'ai dit ça pour les canards, parce qu'en fait, elle représente bien le fait de devoir, pendant le temps du tournage, être hyper focus, tous au même moment, de la même manière, dans le même but. Bon, voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il y avait une seule manière de pouvoir sortir une scène enfin une vraie séquence de cette scène-là, et on a réussi à l'atteindre. Encore une fois, je dis tout ça, c'est de manière très humble. Je le dis avec les moyens qu'on avait, avec le temps qu'on avait, avec les ambitions et les possibilités qu'on avait. Ouais. Mais s'il y avait eu le moins de court-circuit, bah voilà, ça se serait cassé la gueule. Mais là, le chef-op, les ingénieurs du son, Perchman, la lumière, les figurants, la gestion des figurants, les toppers pour la musique, enfin voilà, tous ont réussi à atteindre un niveau de... On fait un black-out de tout le reste autour de nous et on est concentré sur cette séquence qu'on doit réussir. Je pense que c'est assez rare dans le cinéma, mais dans la vie en particulier, de réussir à un tel niveau de ensemble en même temps sur un but. Et c'est ce qu'on a réussi sur cette séquence-là de 14 minutes 36. Et non, bah, très très bien, très bien. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour, on va dire, convaincre les spectateurs d'aller voir ton film le 23 avril en salle? Voilà, si tu devais endosser voilà, le costume de, de celui qui doit vendre son film, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Voilà, ou alors qu'est-ce que tu as voulu nous dire à travers ton film? Donne-nous envie, voilà. Donne-nous envie d'aller voir ton film. C'est un peu la question cauchemar pour moi, à laquelle j'ai jamais réfléchi, mais je pense très sincèrement, je sais, c'est pas le plus grand film, c'est pas le meilleur film, je sais même pas si c'est un bon film, mais en tout cas, c'est un film qui crée du lien, c'est un film qui est une proposition totalement unique. Je veux dire, il y a des choses qu'on n'a jamais vues dans ce film et qui n'ont jamais été faites. Donc, je pense que déjà, il y a cet attrait-là. Et ensuite, il y a le côté du lien que ça crée en l'ayant vu, du lien déjà entre vous-même et le film, entre vous-même et puis entre vous-même et les autres avec qui vous pourrez en discuter, parce que il y a la place à flâner en tant que spectateur, il y a la place à errer un petit peu, à réfléchir, à y prendre une place, à vivre un petit peu cette soirée, cette nuit. Donc, si vous voulez voir un film différent, un film honnête et lucide sur notre époque, bah, et que vous avez 1h30, ça passe assez facile. Donc, voilà ce que je pourrais dire, moi, en tant que réalisateur. En tant que distributeur, je pourrais mentir un peu plus. Je pourrais dire que c'est une romance incroyable, que c'est la révélation de 2 comédiens hallucinants, qui sont les futures grandes stars de cette industrie. Je le pense sincèrement en plus, mais voilà, je pourrais vraiment parler d'un film français qui prend les spécificités du cinéma français qu'on aime et qui les remet au goût du jour. Je lisais hier d'une spectatrice qui disait « c'est un homme et une femme du point de vue de nos enfants ». Et ça, j'aimais plutôt bien. Je trouvais ça hyper flatteur pour moi en tant que réalisateur, mais hyper intéressant pour moi en tant que distributeur de pouvoir surfer sur ça. Bon, voilà, c'est film honnête, passionné, atypique et lucide, quoi. J'incite tout le monde à se renseigner sur ce film, à aller le voir, à aller le découvrir en salle, à soutenir un peu justement ce cinéma-là, le cinéma indépendant. Et voilà, bah, en tout cas, j'avais envie de faire cette interview avec toi aussi pour montrer à tout le monde bah, comment ça se passait en coulisses, quoi, quand on fabrique un film un petit peu en dehors du circuit balisé, du circuit traditionnel, et qu'on est plus dans un circuit indépendant, voilà, et de montrer, voilà, qu'un réalisateur, c'est au-delà d'être un artiste, c'est aussi quelqu'un qui doit jongler avec des défis financiers et par les gros sous
d'être un petit peu multitâche et de devoir gérer un peu tous ces stress-là différents pour aboutir à une œuvre artistique et à une vision artistique, quoi. Avec tout ce que ça comporte de contraintes, de compromis, etc. Donc voilà, je trouve que c'était très intéressant. Et voilà, je te souhaite que Alter Love ait une très bonne carrière et Merci soit beaucoup. massivement distribué dans les salles françaises. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette interview. Et écoute, voilà, je te souhaite le meilleur pour Alter Love et pour la suite. Ok? Merci beaucoup à toi. Merci, Allez, salut. et à Ciao. très bientôt à tout le monde pour de prochaines aventures. Ciao!